Elkann, le boss de Ferrari, a mis le feu au paddock en s'attaquant frontalement à Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Le patron a-t-il raison de secouer ainsi ses pilotes? La Scuderia peut-elle renouer avec la victoire sous une direction aussi critique, toujours tenter de faire sauter pilote et team principal? Deuxième dossier, Audi qui dévoile sa livrée 2026 de sa F1 et voit très grand, nouvelle livrée donc, nouveau moteur, management expérimenté, mais un chantier XXL entre l'Allemagne, la Suisse et l'Angleterre. Audi peut-elle vraiment viser la gagne ou fonce-t-elle vers un remake du fiasco BMW Sauber? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdomadaire sur l'actualité de la Formule 1 désormais, vous le savez, chaque lundi, même quand il n'y a pas de Grand Prix. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en version audio sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer, avec comme fanat du paddock cette semaine en plateau à mes côtés, on le surnomme 44 pour 44, numéro fétiche de son chouchou Lewis Hamilton. Il supporte encore l'écurie Mercedes. Laurent Pantanach en civil cette semaine. Ouais, je suis bien remonté là. En plus, Guillaume, il m'a bien chauffé, donc je suis au taquet là, je vais le défoncer. Tu parles de Guillaume, c'est notre champion du monde du quiz F1. Son cœur bat pour Alpine. Guillaume Pommier, salut Guillaume. Salut Olivier, bonjour à tous. Il est le gardien du temple, ou plutôt de l'église, Ferrari Alain Dizuka, alias Don Camille. Salut mon père. Buongiorno. Il est en noir, on vous expliquera pourquoi. Quant à moi, je suis et demeure un Alonzista, un supporter indécrottable de Fernando Alonso. Allez, on commence par un petit mot. Au sujet du sponsor de notre émission, il s'agit bien sûr de Winamax, le site de paris en ligne. Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Pour découvrir vos avantages, rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. C'est pour ça que Justine n'est pas là cette semaine. Et je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. Une chose est sûre, un grand merci à Winamax de soutenir cette émission. Madame, messieurs, ou plutôt messieurs. Radio check. Loud and clear. Retour donc sur les déclarations du patron de Ferrari qui a, mis le feu aux poudres. La colère d'Elkann. Hein. Ferrari a fêté un titre la semaine dernière, mais pas celui en F1. C'était le titre du WEC qui a galvanisé la Scuderia et Maranello. Et John Elkann en a profité pour descendre l'équipe de Formule 1. Alors, avant de revenir sur ces déclarations, en préambule, donc Camille, vous êtes notre tifosi et l'homme de l'intérieur de la Scuderia. Est-ce que tu peux nous rappeler qui est John Elkann en quelques mots? John Elkann, c'est l'héritier, c'est la famille Agnelli, c'est ceux qui dirigent Ferrari depuis que Enzo a revendu une grosse partie de ses parts. Donc c'est le gardien du temple, c'est lui qui est au-dessus de Stellantis, etc. Donc quelqu'un d'extrêmement puissant, tant en Italie qu'à l'étranger, membre de X conseil d'administration. Donc voilà qui est John Elkann. Et a priori, on dira peut-être que c'est sa première demi ou complète bêtise. Il y a une holding qui s'appelle Exor NV. Exor NV, qui est la holding de la famille. Hein, c'est la famille Agnelli. En fait, il faut comprendre. Hein. Agnelli, c'était la famille propriétaire de Fiat, historiquement, Fiat, qui a racheté les parts de Ferrari. De Turin. Pas que, hein, ils sont très présents dans le tissu économique nord-italien et en particulier dans l'automobile. Quoi. Donc aujourd'hui, c'est le grand patron de Ferrari il dirige pas Ferrari au sens, tu vois, il est tout l'actionnaire de référence. Quand il parle, il est forcément écouté par le poids qu'il y a et de l'histoire et du nom, même s'il s'appelle pas Agnelli, c'est un héritier Agnelli. Donc c'est lui qui a introduit Ferrari en Formule 1, en bourse, pardonnez-moi, et également a contribué à la fusion de Peugeot, Fiat, enfin ce qui est devenu Stellantis. Oui, Stellantis, la fusion entre PSA et le groupe qui détenait aussi Ferrari. FCA. Exactement. Donc oui, Fiat, Chrysler, voilà. Notamment. Oui. Alfa Romeo. Donc c'est un conglomérat énorme hein, maintenant automobile
qui se cache derrière John Elkann. Il est plutôt discret comme personnage d'ailleurs, hein, comme elle était son grand-père, même s'il était un peu plus flamboyant, dirons-nous. Le renard argenté, on le surnommait ainsi. On rappelle les faits. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, au lendemain de la victoire historique en WEC? Rappelons que Ferrari a gagné en titre et pilote, hein, de belles images. Le WEC, vous savez, c'est ces véhicules, entre autres, ces voitures qui participent notamment aux 24 heures du Mans. Et suite à la débâcle de son écurie en F1 le week-end dernier, le Big Boss a allumé ses pilotes. Voici les propos qui ont déclenché l'incendie. Je le cite. « Gagner à la fois chez les constructeurs et les pilotes est une merveilleuse démonstration que lorsque Ferrari est uni, lorsque tout le monde est solidaire, de grandes choses peuvent être accomplies. » Et d'enchaîner ensuite sur la F1. Si on regarde le championnat de Formule 1, on peut dire que nos mécaniciens sont en train de remporter le championnat grâce à leur performance et à tout ce qui a été fait lors des arrêts au stand. Il ne fait aucun doute que la voiture s'est améliorée, mais si on regarde le reste, ce n'est pas à la hauteur. Et d'enfoncer le clou et d'allumer enfin ces pilotes, je le cite encore, nous avons certainement des pilotes pour lesquels il est important de se concentrer sur la conduite et de parler moins, car nous avons encore des courses importantes devant nous, et obtenir la deuxième place n'est pas impossible. Là, Laurent, Guillaume, donc Camille, cette attaque à peine voilée envers Leclerc et Hamilton. Hein. Ouais, alors moi je suis allé écouter parce que si tu veux, quand j'ai vu les propos, j'ai été assez étonné. D'abord, j'ai cru un instant que ça avait été sorti de son contexte. C'est-à-dire, tu vois, il a dit une phrase et en fait pas du tout. Hein. Donc c'est vraiment l'enchaînement. Là où c'est intéressant et peut-être même plus grave, c'est qu'il le dit froidement. Alors tout à l'heure, Alain disait peut-être qu'il a fait une bêtise parce que je pense que c'est une grave erreur de communication. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans la F1 sphère, il passe pour un nul, quoi. C'est-à-dire que la réaction unanime de la F1 sphère est mais ce mec ne comprend rien. Tu vois, et il se trompe complètement de cible, entre guillemets, et on va en parler juste après. Donc c'est intéressant, mais si lui, il le dit pas, il pourrait le dire en étant énervé, il pourrait le dire en étant... Il le dit dans une phrase un peu, tu vois, les mots sortent. Donc je pense qu'à ce niveau... tu fais pas ce genre d'erreur. Donc Alain disait tout à l'heure, il a peut-être fait sa première erreur. Je suis étonné. Soit il était porté parce qu'il marche, hein, il est en train de marcher. Donc c'est peut-être c'est là où j'accepterai l'approche de l'erreur. Mais quoi qu'il en soit, ça demeure ça marquera, quoi. Alors avant de donner la parole au petit Fosy, Guillaume, ton sentiment sur cette déclaration, et encore une fois, c'est un tacle par derrière, hein, envers Leclerc et Hamilton. Hein. Je répète, hein, trop parler aux médias, manque de discipline, ils ne sont pas au niveau des ingénieurs. Ouais, il y a plusieurs choses. Moi, je suis effectivement aussi très, très curieux d'avoir l'avis d'Alain. Je pense qu'il a fait une erreur. Je pense qu'il a tort à la fois sur le fond et sur la forme. Déjà, sur la forme, c'est une erreur de communication. Et quand il dit d'ailleurs que Ferrari est performante quand elle est unie, bon, là, c'est pas vraiment un acte d'union. Donc, il se contredit lui-même dans sa phrase. Ensuite, il a tort sur le fond, parce que quand il dit que Ferrari, les mécaniciens ont fait le job et qu'elle est performante, ben non, en fait. Elle est relativement moins elle a relativement moins bien progressé que Red Bull et McLaren, et Mercedes, pardon. McLaren, peut-être, c'est encore un peu... il y aurait débat, mais non, en fait. Il n'y a pas la performance. Donc, je pense que c'est là, en fait, où la F1 Sphère, comme dirait Laurent, peut, en fait... réagir, parce qu'en fait, c'est ce qu'il dit est factuellement faux. Ferrari n'a pas une voiture performante aujourd'hui, en tout cas n'a pas une voiture qui permet à ces deux pilotes de jouer à la régulière, de s'exprimer, la gagne. Et donc, c'est sur ça, en fait, il a tort. Par contre, là où il a raison, et après je laisse la parole à Alain, mais le seul truc où il a raison, pour moi, c'est quand il tacle un petit peu les pilotes. Alors pour le coup, le moment est mal choisi, parce qu'après le Grand Prix du Brésil, c'est-à-dire au moment où il a fait ses déclarations, c'est vraiment un moment en Grand Prix où ils avaient absolument rien à se reprocher, les deux pilotes. Mais c'est vrai que on a quand même dit plusieurs fois ici que à la fois Hamilton et Leclerc avaient tendance un peu à parler, surtout Leclerc, à se plaindre beaucoup. Et sur ça, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. C'est pas le bon moment, c'est pas la bonne manière de le dire, mais c'est vrai que les pilotes pourraient se concentrer un peu plus sur la course que sur en fait des plaintes. Voilà. Laurent, rapide. Ouais, je suis pas d'accord avec toi sur un point. En fait, dans la phrase, il dit
nos mécaniciens ont été super bons, tu vois, du style au changement de pneus, quoi. Non, il dit pas comme ça. J'ai la phrase. Mais oui, mais tu comprends que du style. Et même là, ils sont pas bons. Quand tu regardes au classement, ils sont 5e ou 6e. Alors, les temps sont excellents. Nos mécaniciens sont en train de remporter le championnat grâce à leur performance. Lors des arrêts au stand. Mais il y a moins d'erreurs. Il y a moins d'erreurs qu'avant. Non, mais lors des arrêts au stand. Et même là, quand tu regardes. Il ne fait aucun doute que la voiture s'est améliorée. Je sais, je dis juste sur les arrêts au stand, même si les temps sont bons, c'est pas les meilleurs. Il y a, je crois, du style 5 écuries devant eux, quoi. Donc, même là, il est pas bon, quoi. Donc, d'utiliser cet argument-là, qui serait léger par rapport à tout le reste, serait pas bon. Je veux l'avis de. Donc Camille, vos sentiments, vous étiez le premier ici à critiquer le fait que les pilotes avaient tendance à l'ouvrir un peu trop. Est-ce que vous confirmez que pensez-vous de la réaction de votre président ? Sur les pilotes, ce qu'il dit n'est pas faux, ça c'est sûr. Sur le timing, contrairement à ce que dit Guillaume, en fait le timing il a été dicté par le WEC qui a renforcé intérieurement John Elkann pour ses propos. C'est de dire on gagne, on est unis, etc. Donc je pense que c'est pour ça que c'est sorti ce week-end-là. Ferrari, champion du monde pour la première fois depuis 53 ans. Ils font 1, 2, 3 au classement pilote. Bon. Maintenant, s'attaquer aux pilotes, oui, déjà je l'ai dit, Charles exagère en ce qui le concerne mais d'un autre côté, si John Elkann est frustré, Charles il peut l'être aussi. Ça fait 7 ans qu'il est chez Ferrari et c'est pas top, quoi. Donc je crois que c'est des frustrations réciproques à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un petit jeu qu'on n'a pas spécialement bien vu, qui est une manœuvre de leadership en fait. C'est je veux reprendre la main et il y a peut-être une victime collatérale dont les oreilles ont dû siffler, c'est notre ami Fred. Quand on est en train de faire l'apologie de Amato Ferrari, enfin d'AF Corset, etc., est-ce que quelque part on n'était pas en train de préparer l'éviction de Fred, ce qui serait très dommage. Donc je crois qu'il y a une erreur stratégique quand même de la part de John Elkann, c'est de ne pas avoir compris à quel point la Formule 1 est une famille beaucoup plus serrée qu'on ne le croit, et s'attaquer à vraiment 2 légendes, surtout une giga-légende qu'est Lewis, c'est pas top, quoi. Donc je dirais que c'est maladroit, c'est extrêmement maladroit, et qu'effectivement, comme dit Guillaume, si on dit qu'il faut être discret, rassemblé, etc., on ne fait pas une sortie comme celle-là. Donc il y a d'autres choses au pluriel derrière. Clairement aussi, aller dire que la voiture va mieux, etc., faut arrêter, quoi. La voiture ne va pas mieux, que du contraire. Donc c'est assez incompréhensible de la part de quelqu'un qui a cette expérience-là, qui a ce niveau-là. On n'est pas... le groupe Stellantis, c'est gigantesque, quoi. C'est Chrysler avec les Jeeps, c'est Fiat, c'est Peugeot, Citroën... Opel, on est avec du très gros, du très lourd en bourse, même si les résultats sont pas tout à fait là, et qu'effectivement il a dû être un peu énervé aussi par la chute du cours de bourse de Ferrari, mais bon, je suis pas sûr que c'est ça qui ait déclenché l'affaire, quoi. Donc cette manœuvre-là peut avoir peut servir d'électrochoc, mais en même temps, ça peut avoir un côté démobilisation. Un côté négatif aussi au niveau de l'image. Donc voilà, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Après, c'est mettre aussi la pression sur 2026. On se rend compte que chez Ferrari, il y a quand même eu des départs pour le moins singuliers, surtout au niveau de l'équipe moteur, avec nos 2 amis allemands, Zimmermann et Schmidt, qui sont partis chez Audi. On va en parler d'Audi dans un instant. Voilà, Cardil oui ou non, enfin je sais pas, mais surtout ces 2 départs-là, plus Velubis qui est parti aussi chez Audi. Faire attention, il y a chez Audi, c'est-à-dire chez Sauber, quelqu'un qui connaît très bien la maison, qui est Mattia Binotto. Donc voilà, je crois que la pression est mise de toute façon de manière extrêmement forte sur une personne qui n'a pas été citée et qui est Fred Vasseur. Les pilotes, eux, pourront toujours s'en tirer. Et peut-être aussi que c'est la fin de la lune de miel avec Lewis. C'est-à-dire qu'on arrête de tout lui pardonner. C'est vrai que les faits, là, deviennent embêtants, quoi. On est quasiment saison terminée. Devant Charles, il n'a pas fait le poids. Camille. Ce qui est quand même gênant.
Alors, regarde, tu parlais de Charles Leclerc, tu parlais de Fred Vasseur et tu parlais de Lewis Hamilton. Regarde la réaction des pilotes. Charles Leclerc a d'abord tenté de calmer le jeu, je dirais, hein, sur son compte Instagram, avec une photo et un message. Une photo avec un double message, puisque, regardez, il prend le bras ou l'épaule de Fred Vasseur, hein, et ça pour montrer leur union, je dirais, et comme quoi ils croient dans ce duo. Voilà, je cite ses propos: un week-end très difficile à Sao Paulo, décevant de revenir à la maison avec presque aucun point pour l'équipe dans ce qui est un moment critique de la saison, pour se battre pour la deuxième place du championnat des constructeurs. C'est en montée à partir de maintenant, et il est clair que seule unité pour nous aider à renverser cette situation lors des 3 dernières courses. On va tout donner, comme toujours, et vous avez vu, il est dans les bras de Fred Vasseur. Autre réaction qu'on attendait, donc il annonce la couleur par rapport à Fred, hein, on est d'accord, et c'est vrai qu'il fait preuve d'une belle solidarité. Et Lewis, de son côté, toujours sur Insta, il a son style plus personnel. Brésil, merci pour ton amour, pour tout l'amour, toujours finalement. Ce n'est pas la course que nous voulions, c'est déchirant, surtout après quelques bons progrès. Mais nous allons avancer. Je soutiens mon équipe, je me soutiens. Je n'abandonnerai pas, ni maintenant, ni avant, ni jamais. Je pense que la réaction des pilotes, et je les ai trouvés plutôt dignes dans ce moment-là. Ils ont pas mis d'huile sur le feu. Ils ont fait un peu le service minimum. Voilà, ils sont entre guillemets défendus comme il fallait, mais sans trop en faire. Donc je pense que c'est plutôt intelligent. J'en ai pas parlé, mais je rejoins totalement Alain sur le cas Fred Vasseur, qui, en fait, c'est intenable pour John Elkann, en fait, cite les mécaniciens, cite les ingénieurs, oui. mais c'est vrai qu'il ne cite pas Fred Vasseur dans ce qui va mieux. Donc, effectivement, on peut penser que c'est fait exprès. Donc, bon, moi, je l'ai déjà dit il y a plusieurs semaines, je pense que Fred Vasseur n'est pas en danger à très court terme, c'est-à-dire qu'il va évidemment débuter la saison 2026. Par contre, ce sera sa dernière chance. C'est-à-dire que la direction actuelle, Ferrari, l'écurie Ferrari telle qu'on la connaît actuellement, avec son leadership, a une chance encore de réussir, c'est réussir la voiture 2026. Et par contre, si au bout de quelques courses, Ferrari est en deçà des attentes sur 2026, clairement des têtes vont tomber, et malheureusement pour lui, la première, ce sera celle de Fred Vasseur. Donc Camille, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Là, en interne chez Ferrari, on parle beaucoup d'une voiture de rupture totale. Maintenant, bon, le règlement, c'est une rupture totale aussi. On n'a jamais eu un règlement qui modifie à la fois moteur-châssis. Donc on est parti dans une inconnue absolue. Même certains pilotes se demandent si on ne va pas dépasser dans des endroits complètement inouïs. Russell en a parlé la semaine dernière, ce qui est possible. Donc on rebat vraiment complètement toutes les cartes. Bien malin sera celui qui pourrait prédire l'avenir. Ça va être et donc oui, je pense comme Guillaume que c'est la dernière chance de Fred là pour le coup. Laurent, c'est la dernière chance de Fred. Si la voiture ne performe pas, on peut même se poser la question s'il va terminer la saison l'année prochaine, quoi. Ouais, ce qui me ferait beaucoup de peine, parce que Fred a fait quelque chose. On sait que Hamilton est venu en partie, et Fred a joué un grand rôle. Bien sûr. Là, vous avez parlé de tout, mais vous n'avez pas parlé de Hamilton en particulier. Et je suis étonné parce que aujourd'hui, on pense que ce qui a déclenché ça, c'est Hamilton. C'est-à-dire qu'en fait, Hamilton, qui a quand même 7 titres à son actif, presque 8, et donc qui... 7 3 quarts, allez. Ouais, et qui, non, mais surtout dans 2 écuries différentes. Donc encore une 0,25 de Michael Massey. Ouais, non, mais dans 2 écuries différentes, donc avec 2 cultures différentes, il est arrivé chez Ferrari et il a été choqué. Il a été choqué de la façon dont ça se passait. Donc on le dit tout ça, il y a un style Ferrari, il y a des... C'est-à-dire choqué par quoi? La politique, la méthode, l'organisation, le management. Tout. Et tout au point où il a dit, c'est pas comme ça qu'on devient champion du monde. D'ailleurs, ça tombe bien parce que Ferrari est plus champion du monde depuis combien? Rappelle-moi. 2008. 2008, c'est un siècle, un truc on se rappelle même 17 plus. ans. Non mais tu vois ce que je veux dire. Donc lui entre-temps, il a été 7 fois champion du monde dans 2 écuries, je le rappelle. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, écoutez, je vais essayer de vous partager 2-3 trucs que j'ai appris dans les écuries dans lesquelles j'étais. 2-3 tips. Ouais, et qui, à mon avis, auraient du sens. Et tu sais ce que... Donc, et en fait, les mécanos ont pleuré. Les fragilistas, mécanos fragilistas de Ferrari ont pleuré, sont allés se plaindre a priori à la direction, et ça serait ça qui serait remonté
jusqu'à Elkann, en disant il a dit que, donc en fait il arrivait avec un plan, en disant regardez, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. En tout cas, il a pas dit que ça va pas. Il a dit, dedans il semble que les documents, c'est voilà les trucs qui, même si c'était différent, voilà chez Ferrari, chez Mercedes qui était fait, voilà chez McLaren qui était fait, tu as des trucs d'amélioration. Et les gars ont dit, non mais qui il est pour venir nous donner des leçons? Donc on reprend toujours le problème, on déroule la pelote, c'est-à-dire c'est la force de cette écurie Ferrari avec cette espèce de côté soudé très italien, et tu sais combien j'aime l'Italie, mais c'est aussi cette faiblesse où tu as la presse qui joue un rôle, les mécanos... Est-ce que c'est pas trop politique, Laurent, aussi? C'est peut-être trop politique. Mais tu donnes plus d'importance à des salariés italiens, ingénieurs avec tout le talent qu'ils peuvent avoir, on dit que les champions du monde, on dit que les mécaniciens auraient remonté à Elkann qu'ils s'étaient sentis insultés. Ouais, bah, mais que t'as pas gagné depuis 17 ans et tu te trouves insulté. Pour le coup, Laurent, ce que tu dis est hyper intéressant. Enfin, merci, c'est rare que tu me dises ça de moi. Du coup, pas parce que c'est rare, mais là je le dis. Ça anticipe quelque chose. Mais je m'assois. La chute, attention la chute. Non, le mais, mets le mais. Non, mais tu vas l'avoir de ma part. Non, mais en fait, tu vois, et en vrai, c'est vraisemblable. Parce qu'on a effectivement dit, après le Mexique, je crois, qu'Hamilton avait un peu voulu changer les choses dans la méthode. Donc, effectivement, il est possible, parce que la susceptibilité des ingénieurs est assez forte, et il ne m'étonnerait pas que chez Ferrari, elle soit encore au-dessus de celle qui existe ailleurs. Donc, tu as certainement raison sur ça. Mais alors moi je te mets un mais. Le problème c'est qu'Hamilton n'est malheureusement pas dans la position en fait de donner en fait des conseils, parce que dans le rapport de force, il a beaucoup perdu en fait cette saison. Si Hamilton était devant Leclerc, pas tant que ça. Alors attends, si Hamilton était celui qui tirait l'équipe vers le haut, qui était devant Leclerc, qui arrivait un peu en Messi comme tu voulais que ça se passe l'année dernière, bah, je pense qu'on l'écouterait peut-être un peu mieux, tu vois. Mais je pense que Hamilton est peut-être même un peu fragilisé à l'intérieur de l'équipe, parce que comme dit Alain, on a eu une lune de miel, mais ça n'a pas fonctionné. Il est toujours derrière Leclerc. Moi, j'ai dit l'année dernière que c'était un mauvais choix sportif. Tout le monde m'est tombé dessus. J'espère qu'aujourd'hui, vous repassez les bandes, comme on dit, et regardez ça avec un œil différent. Tu crois pas? Écoute, on verra bien, parce que Carlos Sainz, il s'est mieux adapté chez Williams que Hamilton chez Ferrari. Donc, encore une fois, et j'anticipe ce que va dire Alain. Oui, c'était un super choix marketing et extra sportif. Aucun problème avec ça. Maintenant, sportivement, je ne suis pas certain que Carlos Sainz aurait été pire qu'Hamilton cette saison. J'ai un droit de réponse ou pas? Oui, Laurent et donc Camille. Alain va répondre. Je pense que le choix d'Hamilton, on l'a toujours dit depuis le début, c'est pas un choix uniquement sportif, au sens sur la piste. Je pense que pour Ferrari, c'était aussi l'image. Et tu vois, on sait que son arrivée, il a été rentabilisé dans l'heure de la signature. C'était rentabilisé. Maintenant, il est pas bon, Hamilton. C'est pas à la hauteur du champion qu'il est. Néanmoins, il n'a pas non plus... tu regardes, il manque quoi? Il manque 20 points, 50 points par rapport à Leclerc qui court dans sa voiture, dans son écurie, dans l'écurie dans laquelle il est depuis 7 ans, 8 ans. Donc à un moment donné, quand la voiture elle marche mal, finalement, il n'est pas si loin que ça pour une voiture qui marche mal. Mais je veux bien l'avis d'Alain. Alain. Ce qui dessert Lewis, c'est le fait que ça fait 2 années de suite. Ça s'est passé avec Russell et ça se passe avec Charles. Donc ça, évidemment, c'est pas dans le bon sens. Maintenant, de nouveau, lui aussi, c'est 2026 qui va être un révélateur, parce que les Formule 1 vont être sensiblement différentes à piloter que cette année. Et a priori, c'est quelque chose qui devrait mieux convenir à Lewis. Si Lewis continue à prendre des raclés par rapport à Charles l'année prochaine, faudra qu'il arrête. Voilà. Parce qu'en fait, juste chez Mercedes, on disait c'est un peu normal parce qu'il manque de motivation. Il est un peu en fin de course, et on a mis un peu les performances un peu mauvaises d'Hamilton par rapport à Russell sur ce sujet-là. Il manque de motivation. Mais la Ferrari, elle est mauvaise cette année. Attends. Donc du coup, et là, tu vois, pour le coup, nouveau challenge, nouvelle écurie. Et là, maintenant, on me dit ok, d'accord, il faut qu'il s'adapte. Très bien. Bon, on trouve toujours des excuses à Hamilton. Encore une fois, c'est un immense champion. L'un des plus grands de l'histoire de ce sport. L'un des plus grands, on va pas... voilà, mais il faut quand même reconnaître que depuis effectivement 2-3 saisons, il est un peu en dessous de ses coéquipiers. Donc il y a des raisons qui peuvent l'expliquer, mais effectivement, comme dit Alain, c'est comme Ferrari, 2026 sera juge de paix. Voilà. Alors, en tout cas, pour revenir au sujet principal qui est John Elkann, la réaction qui a fait le plus buzzer, c'est pas celle d'Hamilton ni celle de Leclerc. C'est celle d'un autre champion du monde, Jenson Button. Dans un commentaire sur Instagram, il réagissait justement à une publication de sa chaîne, puisqu'il est commentateur pour Sky Sport F1 en Angleterre. Et il a simplement répondu peut-être que John Elkann devrait leur montrer l'exemple, ce qui est plutôt bien vu. Il y a un nombre de likes de ce commentaire qui est
astronomique. On a commencé par là, tu vois, ça, il prône l'unité et lui-même, il est dans la désunion. Donc, effectivement, alors, une chose est sûre, les déclarations du grand patron, tu l'as dit Laurent, ont pris une ampleur virale sur les réseaux sociaux. L'hashtag #ElkanOut a fleuri un peu partout sur les réseaux sociaux. Les tifosi ont été en éruption, exaspérés, tu le disais, de ne pas avoir remporté le titre mondial depuis 2008. Donc des milliers de messages dénonçant une direction, je le cite, dans le déni. Alors avec cette nouvelle tempête déclenchée par John Elkann, comment ne pas évoquer la gestion de Ferrari depuis des années, donc Camille. Il y a un problème de gouvernance qui est quand même récurrent chez Ferrari. Et c'est pas la première fois que un champion du monde est aussi mal traité. Souvenez-vous, on en parlait avec Lionel Froissart il y a 15 jours dans cette émission, qu'Alain Prost, du haut de ses 3 titres de champion du monde à l'époque, s'est fait virer du jour au lendemain par Ferrari. Bah c'est vieux comme les pierres, hein, cette histoire. Et tu as raison de remonter à Alain Prost, mais ça a même été avant. Donc, en plus, il y a eu parfois des disparitions de directeurs ou sportifs ou de teams principaux. On se demandait même pourquoi Ali Vaben est parti comme ça. On n'a pas compris. Donc, peut-être parce que c'était le départ de Marchionne. Oui, enfin, la mort de Marchionne. Mais ça a toujours été comme ça. Et d'ailleurs, là, John Elkann s'est pris une volée de bois vert de la part de gens éminents en Italie, faiseurs d'opinion. C'est Leo Turini, qui est un journaliste hyper connu, et en même temps, pire encore, la Gazzetta dello Sport, qui a dit, mais le problème, c'est pas les pilotes, etc., c'est le fond. Et le fond, c'est le socle italien, Émilie-Romagne, on est là, dans la Motor Valley. Oui, évidemment que ça freine certaines choses, et que ce n'est peut-être, en tout cas récemment, que le jour où il y a quelqu'un de la trempe de Jean Todt qui avait tous ses succès derrière lui. Jean Todt, c'était la même chose que notre ami Horner aujourd'hui. Hein. C'est quelqu'un qui était au-dessus de tout. Justement, là, il y avait déjà, en fait, ils étaient déjà en Émilie-Romagne à l'époque. Il y avait déjà, en fait, ce côté très italien. Et pourtant, avec Jean Todt, ça a fonctionné. Pourquoi là, ça... Ah non, parce que Jean Todt s'est permis quand même de nettoyer à haut niveau en se faisant d'arriver avec Grossbronn, etc. Il a amené du sang étranger d'une manière beaucoup plus forte. C'est clair qu'il a certainement dû se battre les premières années quand il n'était pas encore... Camille, le management n'était pas italien. Voilà, et puis c'était, oui... donc, ça a toujours été, je pense que la presse italienne a raison de dire, là, c'est à l'intérieur qu'il y a un problème, quoi. C'est trop une chapelle, enfin, si j'ose dire, moi, donc Camille, c'est trop une chapelle, mais bon. Mais voilà, je crois que c'est un problème de fond chez Ferrari, il a toujours existé. Je vous rappelle que depuis le dernier titre en 2008, après donc le départ de Jean Todt, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 teams principaux. Hein. Domenicali, Mattia Binotto, Arrive Bene et aujourd'hui Vasseur. Et j'oublie celui qui est resté qu'une saison. Oui, encore, même pas une saison, je crois. Qui était le patron de Ferrari aux États-Unis, mais qui n'a fait qu'une saison. Ça fait presque un tous les 2-3 ans. C'est juste pas possible. Oui, ça montre bien que c'est pas ça le sujet. Hein. Oui, ça montre aussi que en face, quelles sont les écuries champions du monde? Tu as Red Bull et tu as Mercedes. Et ils n'ont pas changé de team principaux jusqu'à récemment. Avec, voilà, ça montre que c'est important de laisser les pleins pouvoirs au team principal. Évidemment, et puis d'ailleurs, là on parlait des pilotes, mais c'est même pas non plus une histoire de pilote. Ils ont eu presque les plus grands pilotes en fait du plateau. Ils ont quand même eu Fernando Alonso, ils ont eu Sebastian Vettel, donc c'est des fois des pilotes qui avaient gagné, ailleurs, qui avaient des champions du monde, et aucun n'a réussi à être titré chez Ferrari. Alors Vettel, je pense qu'il aurait potentiellement pu l'être en 2018. Alonso à 2 reprises aussi. Hein, d'un point aussi, ça s'est pas joué à grand chose, mais bon, en tout cas, ils n'ont jamais eu la voiture la plus performante, on va dire, pour l'être. Si Vettel, oui, il avait un moteur qui volait, souviens-toi, ils avaient un truc en plus, dirons-nous. On n'a jamais su pourquoi, d'ailleurs. En 17 ou 18, le coup du Stadium en Allemagne, où il se sort, c'est 2018. Oui, quand il se sort tout seul. Oui, mais cette année-là, il avait le moteur qui volait. Il était en tête du championnat à ce moment-là, en fait, devant les Mercedes. Je sais plus, je pense que c'est 18, mais comme Alonso, par rapport à Vettel, où il y a une erreur stratégique notoire, bon voilà, ça aurait fait 2 championnats qu'ils auraient eu, qu'ils auraient dû avoir. Mais le mal est plus profond que ça. C'est évidemment un problème de fonctionnement, effectivement interne, de méthode. Donc oui, et ça fait longtemps que ça dure. Allez messieurs, on aura l'occasion malheureusement de revenir sur les aventures de Ferrari. On leur souhaite le meilleur bien sûr pour 2026 et pour la fin de la saison, parce que la deuxième
place va être dur à aller chercher. Ils ont été espionnés chez Alpine pour essayer de trouver quelques tips, t'as vu? Ah oui, je pense pas que ça soit... Allez, on change totalement de registre. Direction 2026 et un constructeur qui arrive avec beaucoup d'ambition. Il s'agit bien sûr de l'écurie Audi. La F1, le nouvel Everest d'Audi. Audi a officiellement présenté la livrée et le design concept de sa monoplace pour 2026. Et en tout cas, c'est un événement qui marque une étape symbolique et majeure dans le projet d'Audi qui avance désormais vers sa phase opérationnelle en F1 en 2026. Alors, on retrouve les couleurs qui ont fait les belles années aux 24 heures du Mans et dans le rallye ou encore au Dakar avec une base en titane, une couleur gris métal titane, le noir carbone et le nouveau rouge Audi qui habille le logo aux 4 anneaux dans un style épuré. C'est un concept qui est basé sur le règlement déjà 2026. On veut nous remettre l'image quelques instants, s'il vous plaît, en régie. C'est une maquette, c'est un concept car, mais c'est vraiment ce que souhaite la F1 en termes de contraintes. Une voiture beaucoup plus compacte, Laurent. Ouais. Il vaudrait mieux, parce qu'aujourd'hui, ce qui a rendu une des complexités et surtout de la dimension, je dirais, spectaculaire. Les voitures vont très vite, mais on ne peut plus doubler. Et ce qu'on a envie de voir, c'est des combats. Tu vois, quand on voit les vieilles images, donc entre le côté fragilista de la FIA, c'est-à-dire que dès que tu t'effleures, on te met 10 secondes de pénalité. Ça t'énerve. Ça m'énerve, mais quand tu vois les images où les mecs qui se doublent dans la pelouse, tu te dis, les gars, ils avaient le cœur bien attaché, quoi, tu vois, pour pas dire autre chose. Alors, et là, dès que va changer l'année prochaine, des voitures moins larges, moins lourdes et moins longues. Donc, alors que ce qu'il faudrait, c'est des voitures beaucoup moins larges, beaucoup moins lourdes et beaucoup moins longues. Alors, on est sur la voie. La réponse de la FIA, donc, c'est de changer le concept de l'aérodynamique. Ouais, mais ça, il l'avait déjà fait avant avec la version actuelle, avec les ailettes, le machin, le bidule, et ça sert à rien. Il s'agit, mon cher Laurent. Il n'y aura plus de DRS l'année prochaine. Si on veut nous remettre les images de l'Audi, s'il vous plaît. L'idée, c'est de proposer des ailerons mobiles à l'avant et à l'arrière qui permettent de limiter les perturbations aérodynamiques et faciliter les dépassements. On verra. Et puis surtout, sous le capot, un moteur électrique et un moteur thermique 50-50. Ce n'est pas du 80-20 ou du 80-30 comme aujourd'hui. Il n'y aura plus de MGUH, il y aura qu'un MGUK, un moteur électrique. Et aussi l'utilisation des composants durables dans le moteur. Ouais. Juste pour expliquer cette spécificité, on m'a posé la question ce week-end. Aujourd'hui, dans la dimension électrique, il y a deux choses. La première, c'est que tu as la récupération d'énergie, c'est-à-dire que quand tu freines, tu te sers du moteur, la partie électrique du moteur, pour freiner la voiture, comme les voitures électriques de Monsieur Tout-le-Monde d'ailleurs, à l'arrière, donc au freinage. Et qu'il y a aussi un moteur qui fait tourner le turbo, c'est-à-dire qui maintient la pression du turbo en hauteur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moteur électrique qui fait tourner le turbo. Parce qu'en fait, le turbo, le gros problème des turbos sur ces voitures-là, c'est qu'il y avait un moment de déclenchement, il y avait ce fameux, rappelle-toi, quand tu as interviewé Alain Prost, il t'a dit, j'avais oublié le coup de pied au derrière, que ça mettait au moment où le turbo se déclenchait. La non-progressivité du turbo. Zéro progressivité, rien, puis d'un coup, tu prenais un coup de patate. Et pour éviter ce coup de patate et pour avoir la puissance très vite, tu avais un moteur. Mais c'était très, très complexe à faire fonctionner. Et Audi avait dit qu'il ne rejoindrait pas la Formule 1, entre autres, si le moteur restait aussi complexe. Donc, dans le fait du changement d'écurie, de renouvellement, de nouvelles réglementations, il y avait simplification du moteur. Et c'est pour ça que c'est marrant, parce qu'on parle d'Audi et de ce sujet-là. Donc, le moteur est très simple. Aujourd'hui, tu auras 50-50, moteur électrique d'un côté, moteur thermique de l'autre. Quand tu freines, tu récupères l'énergie pour recharger la batterie. Alors, revenons sur les ambitions de l'écurie aux 4 anneaux. Donc, Camille, c'est vraiment de devenir un top team, ils font tout pour, puis bon, c'est le groupe Volkswagen, donc ça rigole pas. Avantage, il y a de l'argent. Inconvénient, il y a de la politique. Donc, leur pari d'être devant 2030, c'est à mon avis pas tout à fait stupide, mais c'est quand même un pari. Donc, il y a des ressources solides. Ils arrivent avec une nouvelle réglementation, ce qui peut être pas mal en soi, avec déjà une bribe d'écurie d'un autre côté. Donc c'est très opportuniste d'arriver maintenant, parce qu'il n'y a pas eu la nouvelle réglementation. Laurent l'a dit, il ne serait pas venu. Parce que c'est une occasion de faire un reset, quoi, en clair. Oui, et puis ils prennent deux gars quand même, on ne peut pas dire que ce soit Binotto d'un côté, qui est quelque part le responsable technique, et un Whitley ex-Red Bull, qui est plutôt le responsable sportif piste.
Passo comme binôme. Voilà. Maintenant, ils sont en retard sur le développement. C'est complexe. Il va y avoir plusieurs endroits à gérer. Ça va pas être simple. Et puis il y a quand même une concurrence devant. N'allons pas trop vite, donc Camille. En tout cas, une chose est sûre, Guillaume, c'est qu'Audi ne vient pas en F1 comme simple motoriste, comme l'a pu être un temps Renault, ou l'a pu être un temps l'est aujourd'hui Honda, ou même sponsor, hein, comme l'a pu être Alfa Romeo il n'y a pas si longtemps. C'est vraiment un constructeur complet. Oui. Et c'est là où c'est un sacré Everest. Hein. Oui, bon, déjà, ça leur donne aussi une plus de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'ils vont contrôler en fait les opérations de A à Z, toute l'usine, le châssis, la stratégie en course. Donc vraiment, ils vont avoir le contrôle total sur les opérations et ne pas être que motoriste. Je pense qu'au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi deux autres objectifs pour Audi. Le premier, c'est quand même la notoriété de la marque. La Formule 1 aujourd'hui, c'est suivi par près d'1 milliard de personnes, une audience plus jeune, une audience aussi plus féminine. Et pour un constructeur comme Audi, je pense que c'est hyper intéressant en termes de notoriété de marque d'être en Formule 1 aujourd'hui. Donc, il y a aussi, je pense aussi, le deuxième objectif, c'est l'innovation. C'est-à-dire que c'est pas en fait un hasard si Audi entre en Formule 1 cette année-là. Storytelling, hein, quand même. Ouais, non, mais en fait, c'est une technologie qu'ils veulent utiliser pour la voiture de série, en fait. Donc, il est loin quand même. Hein. Non, mais donc je pense que en fait, il y a un peu un triptyque. Il y a effectivement le sportif, il y a l'innovation et la communication avec la marque. Et je rejoins totalement Alain. Je pense que ce qu'ils font pour l'instant, c'est plutôt propre. C'est-à-dire que ils prennent des personnes expérimentées. Il faut oublier que Matteo Binotto, c'est un ancien motoriste chez Ferrari. Donc là, on construit un moteur, il y a Matteo Binotto, c'est plutôt rassurant. Ouais. Jonathan Whitley, pour les opérations, c'est aussi rassurant. D'ailleurs, il a dit là, il y a quelques jours qu'il voulait attirer Verstappen. C'est un ami de Verstappen, donc on verra bien. Bon, ça c'est pour... ils en ont les moyens. Voilà, ils en ont les moyens. Et il y a aussi un duo de pilotes qui est pas mal. C'est-à-dire que on prend l'expérience d'un Hülkenberg, on prend le talent d'un jeune comme Bortoletto. Je trouve que c'est plutôt bien construit. Alors après, évidemment, ça, il y a tout à faire. Restons sur le projet industriel avant de rentrer sur le projet sportif. Bien sûr. Ce qui est compliqué, l'Everest qui est compliqué à gravir pour Audi, c'est que, comme tu disais Toyota il y a quelques années, de notre ami Ange Pasquale, quand ils sont arrivés en F1, ils ne se contentent pas de produire un châssis ou un moteur. Ils font les deux. Et en plus, les centres, je suis étonné que les usines, les usines ne sont pas au même endroit. Et puis ils reprennent Sauber également. Ouais. Oui. Donc en fait, c'est ce qui est marrant parce que on a dit qu'un des problèmes potentiels d'Alpine, c'était ce côté un peu bicéphale, quoi, avec des usines séparées, des équipes qui étaient distantes, des différences de culture. Bon, là, la culture, ça va à peu près, mais il y a quand même un éclatement. Aujourd'hui, je pense que quand tu te lances, d'avoir tout le monde au même endroit, c'est quand même un sacré avantage. Et surtout, de créer, on en a souvent parlé avec Eric, qui disait, à l'exception de Ferrari, qui a créé une petite mini-vallée, parce qu'il y a une culture automobile, et Ferrari, on l'a pas dit, mais c'était leur anniversaire hier, puisqu'ils ont été créés un 16 novembre 1929. Donc, tu vois, depuis 1929, ils ont eu le temps de créer cet écosystème autour de... En Angleterre, on sait qu'il y a la même chose. Il y a cette F1 Valley autour de Woking, toute cette zone, tout ça. Quand il y a eu les Américains qui ont voulu se lancer, on s'est dit, mais c'est compliqué d'avoir des sièges un peu partout. Et là, ils sont en train de faire ce même éclatement. Donc, j'ai un peu... Tu penses que tu as peur que ça soit une nouvelle fois une erreur? Ouais, je pense que quand tu veux te lancer, d'avoir tout au même endroit, c'est un avantage. Donc, le moteur est conçu en Allemagne, bien sûr, chez Audi, à Neuburg, près d'Ingolstadt, et un châssis développé en Suisse dans les usines d'une ville de Sauber, puisque Sauber a été racheté par... Mais il fallait faire quoi, du coup? Il fallait casser les usines Sauber et faire tout en Allemagne? Enfin, je sais pas, c'est compliqué. En Angleterre. Ouais. Non, mais c'est triste à dire, hein. Je ne suis pas un fan de trucs, mais quand tu discutes avec Eric, il te dit l'expertise de la pièce de Formule 1, elle est dans cette zone. Et on sait que ça, en tout cas, ça a des difficultés, ne fût-ce que financières, puisque pour faire venir des talents en Suisse, ça leur coûte beaucoup plus cher. Parce qu'il fait, voilà, qu'en Angleterre. Et en plus, effectivement, tout ce qui est sous-traitant. Donc, on sait que c'est en termes de coût, aujourd'hui, ils le ressentent. Il faut souligner qu'Audi a quand même des moyens importants d'un grand constructeur. Il a aussi des sponsors avec un budget massif, même s'il est capé aujourd'hui. Citons les sponsors, BP pour le lubrifiant, Revolut pour les néobanques et la marque aux trois bandes, Adidas. Et tu le disais à l'instant, donc Ami et toi aussi, Guillaume, un management expérimenté. Ils ont récupéré effectivement Binotto, l'ancien patron de Ferrari, qui a fait de belles choses, notamment en tant que
que motoriste, et Jonathan Whitley, qui lui va superviser cette transformation. Il sera team principal. Hein. Ouais, et supervise cette transformation depuis des années, et la gestion des opérations sur la piste. Et puis tu l'as dit, les pilotes seront Hülkenberg et Bartoletto, donc à la fois l'expérience et la jeunesse, et on espère un bel avenir pour le poulain de mon frère Fernando Alonso. Donc on le comprend bien qu'il y a une ambition qui est immense, qu'il y a un double développement châssis plus moteur, qu'apparemment il y a d'autres arguments qui font que ça va être quand même difficile pour qu'ils gagnent de suite. Ils vont se donner un petit peu de temps, Laurent, logiquement, pour y arriver. Oui, alors ils vont se donner un petit peu de temps, mais l'an prochain, la saison elle commence en 2026, et ils ont dit qu'ils seraient champions en 2030, donc ça ne fait que 3 saisons et demie, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc théoriquement, c'est plutôt plus long la courbe d'apprentissage d'une écurie. Ouais, sauf si tu t'appelles Brown, mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Et on n'est pas à l'abri qu'ils aient une interprétation du règlement et qu'ils trouvent quelque chose. Mais t'imagines, on n'est pas à l'abri qu'ils soient aussi performants et puis qu'ils vous titrent. On ne sait pas. Hein. Tu vois, la statistique n'est pas en leur faveur en tout cas. Mais tu vois, si jamais ils rentraient pas sur une nouvelle ère. On dirait, c'est sûr. Voilà, on dirait, non, c'est quasiment impossible. Ouais. Mais là, tu vois, en fait, c'est tellement ouvert, en fait, que on ne sait jamais. Hein. Enfin, Eric est le premier à nous dire que le plus important en Formule 1, c'est la collecte de données. Déjà, ils n'ont pas d'écurie cliente. Ils seront le seul moteur. Leur moteur ne tournera que sur leur propre voiture. Braun, en 2009, ils ont fait quoi, tu vois? En 2009, ils avaient le moteur Mercedes, excuse-moi du peu. Ouais, okay, c'est vrai. Ils avaient l'un des meilleurs moteurs du plateau. Ouais, c'est vrai. Bon, après, peut-être qu'ils ont trouvé la parade en designant le meilleur moteur du plateau, mais il faut fiabiliser. Pour le fiabiliser, si tu es sur 2, 3 ou 4 écuries, c'est un avantage. Ça reste quand même une écurie qui a une culture du sport automobile. Hein. Tu vois, au sens du moteur. Je sais pas, c'est pas les mêmes moteurs et tout ça, mais ça reste une écurie. Là où ça pourrait être problématique, c'est si dans la conception du moteur, tu vois, c'est une découverte et qu'ils ont le moins de soucis, qu'ils se retrouvent le syndrome Alpine, où tu as un moteur qui est sous-performant et où derrière... Chacun va s'envoyer la patate. Ouais, en disant, non, mais surtout que tu te dis, c'est sous-performant et qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de corriger le tir. Apparemment, tu auras l'opportunité de corriger maintenant. Si tu es entre, je crois que si tu as une modification, si tu es entre 2-4% en dessous, et plus de 4%, tu as 2 modifications, il me semble. En tout cas, il semblerait qu'Audi soit conscient du fait de ne pas être dans la Motorsport Valley, soit un handicap. Donc, ils ont ouvert en juillet dernier, je cite, un bureau technologique à Bicester. Donc, ce n'est pas le centre de gravité, mais ils sont bien conscients que c'est important d'être dans la Motor Valley. Ce qui interroge, au-delà de l'élan, des moyens mis, et puis tu l'as dit, il y a une culture du sport automobile, ne fût-ce que ce qu'ils ont fait en rallye et aux 24 heures du Mans chez Audi, c'est qu'une écurie allemande avait déjà racheté Sauber il y a des années et qui a échoué dans les années 2000 avec BMW, Laurent. Ouais, on se rappelle l'épopée, hein, c'est énormément d'argent et à l'époque où il n'y avait pas de plafond budgétaire. Et pourtant, je crois qu'ils ont quoi, une victoire et en tout et pour tout. Donc après, on espère tous que l'histoire ne va pas se répéter, hein, parce que en plus l'an prochain, il y a quand même plein de changements qui arrivent, un changement de réglementation, il y a une écurie en plus, donc on a envie de se voir se passer des choses, on n'a pas envie d'un championnat au rabais, quoi. L'exemple de Sauber peut faire réfléchir, en tout cas, et c'était le principal problème aussi, c'était que c'était basé en Suisse avec BMW déjà à l'époque. Moi, je ne ferai pas le lien avec ça, parce que contrairement à ce que dit Laurent, c'est pas 3 ans, 3 ans et demi, c'est 5 ans. Hein, donc, ça fait du temps. Deuxièmement, quand on rebat les cartes à ce point, c'est-à-dire moteur plus aérodynamique, je ne sais pas vraiment si la data est si importante que ça au début. On rebat tellement les cartes que tout est possible. Alors, qui gagne en 2026, ça m'étonnerait, parce qu'il y a une question d'organisation, d'équipe, etc. Mais c'est faisable, c'est pas... sur le long terme. Voilà, et peut-être que Red Bull aura plus de difficultés à devenir motoriste tout court. Hein, ça va pas être simple pour eux non plus. Donc, effectivement. Aston part de tellement loin qu'on ne sait pas. Mercedes, c'est moyen, mais bon, il y a McLaren. Mais est-ce que leur moteur sera aussi exceptionnel que quand on est reparti avec l'ancienne réglementation? Je ne sais pas. Et pour Ferrari, c'est pareil. Non plus, Alain. Comment? Oui, avec moteur Mercedes. Pas oublier Alpine non plus. On n'oublie pas Alpine. On y reviendra dans une autre émission. Allez, pour conclure sur Audi, une simple question. Tu parlais de Mercedes, donc Camille, à l'instant. Est-ce que dans la F1 moderne aujourd'hui, je vais expliquer ma question. Un grand constructeur peut réussir
en Formule 1 ou au contraire, il doit splitter son écurie, la sortir de son environnement pour que ça soit, je dirais, une structure totalement indépendante, comme l'a si bien réussi Mercedes avec l'Autowolf. Et je pense, alors c'est intéressant parce que c'est très intéressant parce que Alain faisait cette remarque tout à l'heure, et c'est des problèmes de la politique. Le risque, c'est que quand tu es trop près de Dieu, c'est-à-dire des instances dirigeantes, tu as un impact. Mercedes, c'est une réussite et il faut le. Et la stabilité. Ouais, c'est une réussite à double titre. Un, il faut avoir le courage de le sortir, et deux, il faut avoir le courage de la gestion, de dire c'est toi qui gères. Après, il faut quand même reconnaître que ça a fonctionné. Si Mercedes n'avait pas fonctionné, c'est-à-dire que si Mercedes avait passé X années à pas gagner, peut-être que la politique aurait repris le dessus. Donc c'est difficile de dire Mercedes a si bien réussi parce que c'est un réel succès. Ils ont été champions du monde un nombre de fois successifs qui était énorme, et qui avait un des meilleurs dirigeant de la Formule 1 en Toto Wolff. Tu vois, le mec humainement est fantastique. Guillaume, est-ce qu'aujourd'hui, un team principal ou un dirigeant, un patron d'écurie, peut-être simplement un salarié d'une marque, ou doit-il être actionnaire, comme l'a réussi Toto Wolff et comme vous le réclamez pendant longtemps son homologue de chez Red Bull, Christian Horner? C'est difficile à dire, je pense qu'on peut. En tout cas, ça a marché, puisqu'il est rentré au capital, il a près de 30%, 25%. En fait, je pense qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de causalité directe, à mon avis, entre les performances et l'organisation capitalistique par rapport à un constructeur. Je pense pas. Parce qu'il y a des grands constructeurs qui ont réussi sans ça. Ferrari, Jean Todt, il n'y avait pas ça. Mais c'est une autre ère. Bien sûr. Il y a 20 ans. Renault avec Alonso, c'était pas ça. C'était il y a 20 ans. Maintenant, je pense qu'il y a une envie chez les teams principales plus qu'avant d'être effectivement. Regarde, Red Bull, l'écurie Red Bull est totalement indépendante du constructeur. Horner, il en a payé le prix. Il avait les pleins pouvoirs. Toto Wolff, il a les pleins pouvoirs. Il n'y a pas vraiment de constructeur. Donc non, mais ils ont tout gagné ces 20 dernières années, ces deux écuries-là. Je sais pas. Qui a gagné d'autres? Regarde, McLaren, ils ne sont pas forcément indépendants, tu vois. Si, justement, il a les pleins pouvoirs, Brown. Il a les pleins pouvoirs. Ouais, non, ok. Il n'y a pas Mercedes qui lui dit il faut faire ci, ou il n'y a pas les fonds souverains qui vont lui dire tu fais ça. Non, mais tu peux très bien en fait pas être indépendant au niveau capitalistique, mais laisser en fait déléguer. C'est en ça où tu ne peux pas être un salarié d'un président, parce que tu as le président d'Audi qui va dire il faudrait faire comme ça, tu ne peux pas lui dire non. Alors qu'il ne connaît rien en Formule 1. Qui va dire que ses pilotes c'est de la merde. Et voilà, mais bon. Mais aujourd'hui, sauf erreur, c'est un fonds souverain chez McLaren, donc voilà. Je crois qu'il n'y a pas de vérité, c'est une adéquation, un momentum des personnes exceptionnelles, parce qu'il faut être clair, Horner et Wolff sont des personnes exceptionnelles qui ont eu une opportunité, ils l'ont saisie. Moi, je ne dis pas que c'est la panacée. Voilà. Ouais. So box. Allez, en attendant le retour de l'arrivée de Audi dans la F1 en 2026, on va s'intéresser au quiz F1. Les amis, on vous a préparé un quiz F1 exceptionnel. Cette semaine, gros plan sur les courses folles qui ont marqué l'histoire de la F1. Je vais vous demander le pays ou le circuit, comme vous voulez, et l'année. Donc il faut tout donner. Voilà, je remercie Gassian d'avoir préparé ce magnifique quiz F1. Aucune chance que... Autant je te trouve le circuit, mais alors l'année, c'est vous deux là qui allez gagner. Il y a des indices, les amis. Le principe, vous le connaissez, 4 indices, un pilote à trouver, ou un circuit, ou peu importe. Et à la fin, une question subsidiaire pour départager notre champion du jour. C'est parti donc pour le quiz F1. Je suis une course folle de Formule 1. Premier indice. C'est le thème. Cette année-là, sous la pluie torrentielle, le Grand Prix n'a duré que 3 tours. Francorchamps 2000. Oui. 21. 2023. Non, pas 2023. Mais 24, merde. Allez, 22. Bonne réponse de Laurent Pantanach. Ouais, mais là, non, mais il n'y a pas. Oui, il faut donner l'année et le circuit. Oui, mais du coup, il n'a pas donné les deux. Donc, mais peu importe. Je suis la course la plus courte de toute l'histoire de la Formule 1, évidemment, 3 tours. George Russell a signé son premier podium et autre indice, le radillon de Spa-Francorchamps. On le voit là en image. C'était une année avant, il était hors du jeu, non? Alors la régie. Est-ce que vous attribuez les points à Laurent Pantanach devant l'assistance parfois déplacé. Moi, j'espère sur Internet, on va lyncher Guillaume, parce que franchement, c'est un mauvais gagnant, c'est un mauvais perdant. Flinguez-le, ce mec. C'est pas possible. Il gagne, il perd, il nous fait Merde, laisse-nous gagner un peu. Alors, Régis, 3 points pour Laurent, on est d'accord?
Mais 4 oui. points pour Laurent. 4 Non. Allez. après- Oui, il n'y a qu'une question. Ah oui, 4 points. Je propose qu'on arrête là, Laurent a gagné. Hein. On peut y Mais aller. non, je tu suis- vas gagner quand même. S'il vous plaît, je suis une course folle de Formule 1, indice numéro 1. C'est plus ancien. Cette année-là, Michael Schumacher avait signé la pole position avant d'abandonner au premier tour. C'est un indice. Je n'ai pas de réponse. Indice 2, Damon Hill et Jean Alesi ont été contraints à l'abandon après avoir Monaco 96. respectivement mené la course. Le Grand Prix de Monaco en 96, effectivement. Bonne réponse de notre ami Guillaume Pommier. Je détiens le record du Gagné plus petit par Olivier nombre Panis, d'arrivants. quand Seulement 3 pilotes ont franchi la ligne d'arrivée. Et sous le Ouais. délige, on voit la photo. Olivier Panis a remporté J'étais là. cette course. J'étais Tu étais là. Il a dit raconter Tout, l'histoire. tout trempé, tout trempé. Ouais, j'étais sur la colline parce que je suis arrivé la gueule enfarinée au Grand Prix. Et donc, il pleuvait. Et en fait, j'avais les doigts plantés dans la terre. Et dès que tu lâchais les doigts, tu dévalais la colline. Donc, je garde un souvenir mémorable de ce Grand Prix. Henri, Et du ça bruit. fait combien? Ça fait 4 points pour Laurent et 3 pour Guillaume. Allez, une nouvelle course folle de Formule 1. Cette année-là, indice numéro 1, je suis la dernière course du calendrier Brésil 2008. et je suis décisive pour le titre. Abu Dhabi 2021. Brésil 2008, bonne réponse. Mais non, c'est pas Abu Dhabi, c'est Interlagos. C'est quoi? Brésil 2008. C'est Interlagos. Oui. Oui, mais c'est quand même Brésil, ça marche aussi. Ah, d'accord. Ouais, ça Ok. marche aussi. Brésil, Bon, Interlagos, c'est comment un on peu veut. la même chose. Non, parce qu'il a tenté autre chose, mais je pense qu'il parlait du titre entre Massa et Hamilton. Le vainqueur de la course sous la pluie est Felipe Massa, mais c'est un pilote britannique qui est devenu champion du monde. Et c'est le premier titre de Lewis Hamilton. C'était au Brésil en 2008. Et là, il reprend la tête, en régie. Effectivement, Guillaume 7 points et Laurent 4 points. Elle a à nouveau une course Non, folle. non, 6 points, Guillaume. Oh, là, c'est Alors, je vais faire mon Guillaume. Je suis une course folle de Formule 1. Indice numéro 1. Avec une durée totale de 4 heures, 4 minutes et 39 secondes. Montréal 2011. Bonne réponse de Don Camille. Énorme. Ouais. Une durée totale de 4 heures, 4 minutes et 39 secondes. Je suis le Grand Prix le plus long de l'histoire de la F1. La course a été interrompue pendant 2 heures à cause de la pluie. C'est peut-être mon meilleur souvenir en F1. Jenson Button a remporté l'épreuve et est remonté à la 2e place du championnat de pilote. Je crois qu'il partait 11e. Et cette année-là, Sébastien Vettel remporte le titre en 2011. C'est donc le Grand Prix du Canada Ça n'arrivera plus, en 2011. cette longueur, parce que les règles ont changé. Et l'année prochaine, les règles changent encore. Ouais. Donc même justement, durée, on là. veut que ce soit Ouais. packagé, on veut que ça rentre dans un format. 2 et, heures pour que ça puisse passer à la télé. Donc, Ouais. du coup, En régie, ça donne quoi au score? Alors on a 7 points pour Guillaume, 4 points pour Laurent et 4 points pour Alain. C'est chaud, c'est pas fini encore cette histoire. Allez, à nouveau, une course folle en Formule 1. Je reste une des courses les plus controversées de Abu Dhabi 21. de toute l'histoire de la discipline. Et je clôture la saison à Abu Dhabi 2021. Nicolas Latifi a malheureusement joué un rôle crucial dans la fin de cette course. Déterminant. La décision de Michael Massi a coûté le titre à Lewis Hamilton. La victoire et le titre est revenu à Max Verstappen. Il s'agit bien sûr d'Abu Dhabi 2021. En régie. Alors on a 11 points pour Guillaume, 4 points pour Laurent et 4 points pour Alain. il a gagné. Il n'a pas marqué 2 fois d'affilée, donc Camille. Non. Ah, tu as trouvé Non. 2 fois, non? Il a gagné, allez, il a gagné, mais on continue. Question numéro 6. Je suis une course folle de Formule 1. Indice numéro 1, sous le déluge, j'ai été marqué par un énorme crash. Pas 98. Non, de Mark Webber, Ah. suivi de Fernando Alonso. Merde. Ce n'est pas en Belgique. Un spa spectaculaire, peut-être le plus gros crash de Mark Webber et de Fernando Alonso dans le même tour et le même virage, même ligne droite. Sous le déluge, j'ai été marqué par un énorme crash de Mark Webber et de Fernando Alonso. Wow. Cette course a d'abord été remportée par Kimi Räikkönen. Et ensuite, elle a été donnée à Fisichella. C'est Suzuka ça. 2005. Exactement. Pardon? Suzuka 2005. Non, c'était pas Suzuka. Non, C'est c'est l'année, mais c'est pas le un lieu. G. Ah, je l'ai. Le titre revient cette année-là à Michael Schumacher. Donc c'est bien 2005, mais c'est d'une autre. Je vois très bien. Il est rentré chez lui. C'est on dans lui a dit- l'hémisphère sud. Ouais. Faut mieux faire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans l'hémisphère sud comme Grand Prix? Ah bah, Australie, tiens. Et puis,
Brésil. Et Brésil, Brésil 2020. Ouais, chez lui en plus, chez lui. Donc, le quelle mec, année vous m'avez dit 2005. Ben non, mais c'est 2003. Oh là là. C'est pour ça, tu vois. Et on voit la c'est magnifique... incroyable cette histoire. Ouais, c'est-à-dire qu'il gagne, il passe en tête, mais on lui a pas donné on lui a pas accordé la victoire. On la donne à Kimi Räikkönen qui reçoit le prix la semaine d'après ou 15 jours après. Ah oui. Il a finalement remporté à l'époque sa première victoire avant d'aller chez Renault. C'était en 2003. C'est la seule victoire? Non, il en a gagné 2 chez Renault, je crois, ou 3. Ah ouais. Avec Je me rappelle de ce truc où il y a une histoire, parce que comme il y a la pluie, on a pas mal compté les voitures, il y a toute une histoire incroyable. Allez, ça donne quoi au score, les amis? En régie? Ça donne 11 points pour Guillaume, 4 pour Laurent et 4 pour Alain. Il faut vraiment qu'on annule, qu'on interdise Guillaume de participer à cette émission. Bravo Guillaume, bravo. Merci Une beaucoup. nouvelle victoire. Merci. On les compte plus. Allez, pour la beauté de l'art, la beauté du geste, la beauté du sport, une question subsidiaire. En quelle année Ayrton Senna, lors d'une course folle, se révèle au monde entier sous le déluge du Grand Prix de Monaco? Oui. Une réponse. 84. 81. 81? 4. Alors, c'est après 81. Ouais, 80. Ouais. Je sais plus si c'est 3 ou 4. Bah, je vais suivre Alain, en fait. Je pense que c'est 84. C'est 1984. Avec une livrée GPS. La non Lotus. Non, Tolman. Tolman, ouais. Il faut regarder l'émission avec Hélène Froissart. Et encore merci, vous étiez près de 150 000 vues rien que sur YouTube. Merci à vous. Allez, on passe à la Minute Insta. Les meilleurs moments volés sur les réseaux sociaux. On a beaucoup parlé d'Audi dans cette émission, mais il ne faut pas oublier aussi Cadillac, qui fera ses grands débuts en 2026 en F1. Le constructeur américain a commencé ses tests à Imola cette semaine. Sergio Pérez a pris le volant d'une Ferrari de 2023. Regardez, tout habillé de noir en attendant la voiture de 2026. A dû le changer, donc ami de Red Bull, hein, de courir sur une Ferrari. Il faut dire que Cadillac n'a pas de voiture, donc ils sont obligés d'utiliser un châssis et un moteur de leur fournisseur de moteur l'année prochaine, à savoir Ferrari. Le patron de Ferrari a mis toutes les chances de son côté. Vous allez voir pour l'année prochaine, on va encore parler d'Elkann, plus fort que Leclerc, plus fort qu'Hamilton, ni plus ni moins que le pape Léon XIV qui a béni la Scuderia. Donc, Ami, tu penses que c'est la dernière solution pour pouvoir gagner l'année prochaine? Non, je suis intervenu, c'est tout. Le reste du côté de la Scuderia, regardez, vu dans les tribunes de Sao Paulo le week-end dernier, le sosie de Lewis Hamilton, ou plutôt presque le sosie, puisqu'il y a une petite erreur de frappe, Lewis Hamilton, non pas Lewis, regardez. C'est presque parfait. Et puis, c'est le sujet brûlant du moment, les papaya rules. Moi, je n'y comprends rien aux règles des papaya rules. En fait, si, on a trouvé une petite vidéo qui explique comment Zach Brown gère les papaya rules. Regardez, c'est assez édifiant. Macaroni, spaghetti, meatballs. Voilà, ça résume assez bien, Laurent. Allez, on aura Il n'y a que Guillaume qui ne veut pas y croire, que c'est truqué. Allez, les amis, on passe à vos pronos. Les pronos avec notre partenaire de cette émission, il s'agit bien sûr de Winamax. Découvrez la double offre de bienvenue de notre partenaire Winamax, qui donne à tous les nouveaux joueurs deux bonus exceptionnels. Le bonus numéro 1, Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €. Et le bonus numéro 2, Winamax vous offre 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. Alors comment ça marche? Vous déposez 100 € en saisissant le code ORLF1 pour profiter de 10 € supplémentaires. Et puis vous placez votre premier pari. Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant dans la limite des 100 €. Vous pouvez vous inscrire tout simplement sur winamax.fr et renseigner le code ORLF1 au moment de votre premier dépôt via le lien dans la description de la vidéo, les amis. Je vous rappelle que cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs et je vous rappelle également que c'est un jeu d'argent et qu'il est strictement interdit aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax de soutenir cette émission. Allez, retour sur les pronos du Grand Prix de Las Vegas qui va se tenir le week-end prochain. Je vous avais déjà posé la question la semaine dernière. On regarde vos pronos et puis ceux qui étaient absents, on va les rajouter derrière.
Eh bien alors moi je vais dire allez, Verstappen, histoire de ramener un peu de suspense. Norris en 2, parce que je pense qu'il est bien en ce moment. Et je lâche rien, je persiste. Hamilton en 3, parce que je veux qu'il ait un podium avant la fin de l'année. Verstappen, Piastri, Norris. Je pense pas que les McLaren vont être bonnes. Je vais mettre Max, Leclerc. Tu vas y arriver. Hein. J'hésite entre Antonelli. Ah, c'est Justine à l'envers. Donc, moi, je mets Max, ça c'est normal. Low downforce, ça va aller. Je mets Kimi parce que Mercedes était très bonne l'année dernière. Et Piastri, voilà. Et je mets pas de Ferrari. Et moi, je vais faire Max, je vais faire Kimi et je vais faire Leclerc. Allez, pour les absents, d'abord, donc Camille, tu maintiens ton prono ? Je maintiens. Moi aussi. On commence avec le pronostic de Laurent. Je le maintiens. Tu étais dans le lot, excuse-moi. Je le maintiens. Je le change. À chaque fois, je le change et là, je l'ai décidé de le maintenir. Guillaume. Ouais. Écoutez, il y a un travail à finir, un titre à aller chercher, donc Lando Norris va gagner cette course. Verstappen sera deuxième. Et moi, je ne vais pas faire comme Alain, moi je vais mettre Charles Leclerc sur le podium, troisième. Eh bien, on aura le résultat la semaine prochaine. C'est la fin de Refait la F1. Merci les amis d'avoir participé à cette émission. Laurent, Guillaume, donc Camille, vous revenez quand vous voulez. Merci de l'avoir suivi de votre côté. Rendez-vous donc lundi prochain pour une prochaine émission sur nos chaînes YouTube, Apple Podcast et Spotify. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton. N'oubliez pas le petit pouce. Ciao les amis et vive la F1. Salut.